Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine, les titres de ce vendredi 22 septembre. Direction Las Vegas, deux startups ont remporté le challenge Paris-Saclay CES 2018. La finale se tenait hier au café de la Royal Factory à Versailles. Ces Yvelinois représenteront le département au Consumer Electronics Show en janvier prochain. Il concerne environ 13% de la population française. Le handicap a fait l'actualité avec un comité interministériel sur le sujet cette semaine. Un collectif créé à Plaisir tente d'alerter pouvoirs publics et politiques sur plusieurs inégalités existantes. Handi Active France, nous recevons l'une de ses fondatrices, Isabelle Olivier. Et puis, dans le reste de l'actualité locale, retour notamment sur la semaine européenne de la mobilité et sur la journée des parlementaires à Satori. C'était hier soir la finale du trophée Paris-Saclay CES 2018, finale qui se tenait à la Royal Factory à Versailles. C'est organisé par la CCI Versailles-Yvelines, à la clé des billets pour le Consumer Electronics Show qui se déroulera en janvier prochain à Las Vegas. C'est l'un des plus grands rassemblements mondiaux et deux Yvelinois sont distingués pour partir à Las Vegas. Retour sur la soirée avec Nicolas Dandry et Mélanie Poquet. En janvier, ils seront à Las Vegas. L'un est basé à Montigny-le-Bretonneux, le second est originaire de Rambouillet. Lambert Trénora et Timothy Lequen sont les lauréats du Challenge Paris-Saclay CES grâce à leur invention. Le gyrolift, c'est une nouvelle forme de mobilité. C'est un nouveau type de fauteuil roulant. C'est basé sur un gyropode, donc on connaît de marque Segway par exemple. Donc c'est une plateforme sur deux roues et qu'on contrôle avec son centre de gravité. Donc nous, on l'adapte. On le rend universel pour permettre à des personnes à mobilité réduite de se déplacer aussi bien assis que debout. C'est un chargeur sans fil, donc c'est un pad qui est branché sur secteur et sur lequel on peut recharger tous ces appareils simultanément. On peut charger 4 à 5 appareils, simplement en les équipant d'un petit autocollant et en les posant sur ce pad. Avec 6 autres candidats, ils ont eu 7 minutes pour convaincre le jury et le public. Ce sont des entreprises qui ont moins de 8 ans. À l'origine du concours, la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines. Le CES Las Vegas, c'est le regroupement de très grands salons, salons automobiles, salons d'électronique, de différents types de salons, de la communication. Donc ce sont des gens qui vont pouvoir accéder à cette immensité, à ce salon immense, dans un environnement où, avant tout, l'intérêt c'est le business. C'est-à-dire, votre gyrolift m'intéresse, je sais moi d'ores et déjà que je peux vous en commander tant parce que... Gyrolift et Energy Square poseront leurs valises aux États-Unis le 9 janvier prochain. La CCI les a nommés experts Las Vegas de la communauté Open Innov. Dans le reste de l'actualité, se tenait cette semaine un comité interministériel sur le handicap, premier du genre sous le quinquennat Macron. Mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe a fait plusieurs annonces sur le sujet. Environ 13% de la population française est concernée par le handicap. On accueille sur ce plateau Isabelle Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice du collectif Handi Active France, créé au début de l'année à Plaisir par 6 mamans dont vous faites partie. Il regroupe plusieurs associations d'enfants handicapés, de parents concernés par ce handicap. Je vais vous faire réagir sur ces annonces d'Édouard Philippe dans cette émission. Mais d'abord, parlons du collectif et de ses combats. Il a été lancé juste avant toutes les échéances électorales de cette année. Je pense aux présidentielles, aux législatives, aux sénatoriales qui arrivent aussi dimanche. Il y avait une vraie volonté, oui, d'alerter au moment de ces scrutins. Oui, en fait, le but de ce collectif, à la base, c'était d'alerter tous les candidats à la présidentielle sur les problématiques que rencontraient les parents d'enfants handicapés ainsi que les adultes handicapés. On s'est aperçu que pendant la campagne présidentielle, on faisait pratiquement pas parler du handicap. Du coup, on a créé ce collectif et on a essayé de contacter pratiquement tous les candidats à la présidentielle. Vous avez d'ailleurs lancé une pétition et vous l'avez transmise aux différents candidats avec ce constat alarmant, l'aide et la prise en charge des enfants souffrant de handicap est défaillante en France. D'après une enquête menée par votre collectif, les enfants et adultes handicapés bénéficient en moyenne d'une séance de rééducation par semaine, soit 2 heures en tout. C'est trop peu aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est à peu près 2 heures de rééducation par semaine, alors qu'en réalité, il faudrait plusieurs heures par jour de rééducation pour qu'on puisse espérer
espérer qu'un enfant gagne un peu plus d'autonomie. Avec 2 heures par semaine, ça n'est pas possible. Et c'est pour cette raison-ci que beaucoup de parents partent à l'étranger pour faire des stages de rééducation intensifs, pour y trouver ces thérapies qui permettent aux enfants de faire énormément de progrès. Oui, on va en dire en mots dans un instant. Il n'y a peut-être pas aussi assez de lieux d'accueil en France, hein. C'est Voilà. aussi ça le constat. Il manque énormément de structures, il manque aussi de formation au niveau des thérapeutes. La France ne s'est pas non plus intéressée aux thérapies qui s'effectuaient en Europe et aux États-Unis par rapport aux rééducations, ce qui fait que les parents se tournent vers l'étranger justement pour pouvoir bénéficier de ces thérapies. On voit d'ailleurs votre petite fille Anaïs à l'image. Vous êtes la maman de cette fille qui a subi à la naissance de graves lésions cérébrales qui l'handicapent aujourd'hui lourdement. Elle suit des thérapies, des stages réguliers à Barcelone, dans la clinique Essentis. Finalement, il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'étranger aujourd'hui. On est obligé pour faire soigner, pour faire aussi soigner son enfant. Ben, si on veut lui faire des stages de rééducation intensive, ça n'est absolument pas possible en France. Parce qu'en France, on est limité par la sécurité sociale qui, par exemple, pour une séance de kiné, nous limite à 30 minutes, alors que quand on va à Essentis ou quand on va en Pologne, on a 3 à 4 heures de rééducation par jour. La sécurité sociale ne peut pas financer ce genre de rééducation intensive. C'est ça, c'est à double tranchant finalement. Voilà. On est obligé de partir à l'étranger et peut-être des fois de sacrifier des vacances, des temps qu'on peut passer avec son enfant. Et en plus, ces thérapies ne sont pas remboursées puisqu'à l'étranger. Voilà, non, elles ne sont pas du tout remboursées. C'est la raison pour laquelle les parents ont créé des associations comme nous-mêmes. Nous avons créé l'association Anaïs du rêve à l'espoir qui nous permet de récolter des fonds, donc aussi bien pour financer ces thérapies mais également pour payer le matériel médical qui est très onéreux et peu remboursé. J'allais venir sur ce sujet, le matériel très coûteux, entre un équipement, par exemple un siège auto pour enfants, pour un enfant valide et un enfant handicapé, là, il y a une différence de prix exorbitante. C'est 10 fois plus cher. En fait, on prend un siège de base qui peut coûter 250 €, un bon siège de base dans le marché. Si on y rajoute quelques options, une base pivotante pour permettre aux parents de ne pas trop se faire mal au dos pour mettre son enfant dans la voiture, un plot d'abduction pour éviter à l'enfant de glisser et un harnais de sécurité, le siège auto revient à 2 000 €. Donc oui, il y a une différence. Donc c'est énorme et c'est en fait énormément d'abus parce qu'en fait les sociétés qui fabriquent les sièges auto ne proposent pas dans le commerce des sièges auto avec des bases pivotantes. C'est uniquement des appareilleurs qui le font et on se demande pourquoi. Alors je le disais en début d'émission, le comité interministériel du handicap se tenait mercredi. Il s'est conclu par une annonce importante du Premier ministre Édouard Philippe. L'AAH, l'allocation adulte handicapé, sera revalorisée. Aide mensuelle pour les personnes en situation de handicap. Elle passera à 900 € en novembre 2019 contre 810 € aujourd'hui. Ce sera 860 € dès novembre 2018. Augmentation bien accueillie par les bénéficiaires yvelinois, même s'il reste encore beaucoup à faire. Écoutez. Hélas, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de choses qui n'ont pas été traitées par le gouvernement, justement. Donc, je voulais juste parler de la dotation d'État qui va être pas supprimée totalement, mais très réduit. Ce qui va être, on parle de 300 millions de cette année, qui a quand même été retiré dans les collectivités, ce qui va empêcher les communes, aggravation dans les communes pour la mise en accessibilité. Alors qu'on attend, ça fait des années et des années qu'on attend, on est vraiment déçus de cette chose qu'on ne prend pas en compte. L'AAH concerne en France près d'1 million de personnes en situation de handicap. Alors Isabelle Olivier, d'autres mesures ont été aussi annoncées par le gouvernement, spécifiquement à destination des jeunes. La création par exemple de 250 classes Ulysse, des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Ce sont des dispositifs de scolarisation destinés aux élèves en situation de handicap avec un enseignement adapté. C'est une bonne mesure ou il aurait fallu aller plus loin encore pour le gouvernement? Alors c'est déjà une bonne mesure parce que malheureusement il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas accéder à une classe normale pour des raisons de handicap sensoriel par exemple. Ils ne peuvent pas travailler avec une classe de 30 élèves, donc c'est une bonne mesure. Par contre, moi je voudrais mettre l'accent sur la formation des professionnels, la formation en handicap, puisque chaque élève a sa spécificité et il ne peut pas apprendre de la même façon qu'un autre élève qui n'a pas du tout le même handicap. Formation des AVS par exemple? Formation des AVS et formation des professionnels, des enseignants.
il y a vraiment une lacune à ce niveau-là. Et moi, je connais beaucoup de mamans qui se plaignent de leurs AVS parce qu'elles n'ont pas du tout déjà le niveau scolaire et elles n'ont pas été formées pour appréhender le handicap de leur enfant. Ces AVS qui sont des adultes accompagnants pour ces enfants handicapés. Alors le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait annoncé au moment de sa nomination faire du handicap l'une de ses priorités. Il avait annoncé 80 000 adultes accompagnants, dont 50 000 AVS, ces auxiliaires de vie dont vous parliez. Ouais, le problème, outre ce chiffre, c'est peut-être le manque de formation. Vous le disiez il y a un instant, il faut encore accentuer la formation. En fait, il y a beaucoup d'AVS qui sont mises en place, mais qui n'ont pas été formées au handicap de l'enfant dont elles vont s'occuper. Et je trouve ça extrêmement alarmant, puisqu'un enfant a des besoins bien spécifiques, bien particuliers. Chaque handicap est différent, et on ne peut pas gérer un enfant lambda avec un handicap moteur comme un enfant qui a une déficience mentale ou d'autres handicaps. Donc il est vraiment important de former ces AVS, de leur donner les moyens d'aider ces enfants. Autre annonce sur laquelle je voulais vous faire réagir, c'est la création aussi d'un service civique pour l'intégration des personnes handicapées à l'université. Alors, le Premier ministre a annoncé 1000 services civiques dès 2018 et 2000 l'année suivante. Qu'en pensez-vous de cette mesure ? Ça va dans le bon sens ? Là, je trouve que oui, c'est aussi une bonne initiative, mais on espère plus. Ce n'est pas suffisant, puisque ça fait des années que le handicap est laissé pour compte et il y a vraiment énormément de travail. Le chantier, en réalité, est titanesque, si on veut vraiment aider les personnes en situation de handicap. Eux sont aussi primordiaux pour les personnes atteintes d'un handicap visuel. Ce sont les chiens guides d'aveugles. Jusqu'à dimanche, une semaine nationale leur est consacrée. L'occasion pour les écoles d'échanger avec le public. À Buc, le centre d'élevage et d'éducation des chiens guides de Paris recherche des familles d'accueil. Leur rôle est essentiel dans leur formation, pour la formation du chiot. Camille Lambert a rencontré Mewel. C'est une chienne d'1 an qui aidera bientôt une personne malvoyante. Mewel, non. Eh ouais, assis. Allez, à ta place. À ta place. Oui, assis. Voilà, ça c'est bien ça. Ce n'est encore qu'une élève, mais à 11 mois, Mewel se débrouille comme une pro. Rester à sa place, ne pas courir auprès de ses congénères et marcher au pied, un enseignement complet pour faire d'elle un bon chien guide. Agnès, sa famille d'accueil, suit ses progrès depuis ses 3 mois. Elle est arrivée Mewel donc au mois de février, juste avant le départ en vacances au ski. Donc elle a commencé, elle est arrivée 3-4 jours et elle est partie tout de suite avec nous à la montagne. Et en fait, depuis le début, tout se passe vraiment très très bien. C'est vraiment une très bonne élève. Enfin, moi, je suis un peu vraiment subjuguée par les capacités et les compétences qu'elle peut avoir. Eh bien, bah oui, tu viens. Bah oui. Le rôle d'Agnès dans la formation de Mewel est essentiel. C'est elle qui lui apprend les bases de l'éducation et la familiarise avec d'autres environnements. La future chien guide est suivie par un éducateur. Bientôt, Mewel passera 6 mois à l'école de Buc. Elle sera ensuite remise à une personne déficiente visuelle en fonction de son caractère. La personne qui s'occupe des dossiers des déficients visuels et qui les connaît arrive déjà à faire un peu « ah, celui-là, il irait bien cette personne-là, on va essayer en attendant qu'il est en éducation, on va essayer en termes de rythme, en termes de feeling, est-ce que ça passe ?» Et puis après, on organise les remises. Notre problème à l'heure actuelle, c'est effectivement que nos déficients visuels, ils sont en temps d'attente de 2 ans environ avant d'avoir un chien guide, parce que l'éducation prend énormément de temps. Chaque année, les chiens guides de Paris remettent 45 de leurs compagnons. Encore 120 personnes sont en attente. Ces chiots n'ont que quelques mois, mais eux aussi deviendront de véritables guides pour leurs futurs maîtres. L'école recherche des familles d'accueil pour en prendre soin. Isabelle Olivier, on le voit dans ce sujet, toute l'importance des familles d'accueil pour ces chiens guides qui accompagneront ensuite des personnes aveugles. C'est aussi primordial, outre les annonces qui peuvent être faites par des politiques, aussi par les pouvoirs publics, que des Français lambda apportent aussi leur aide, soient bénévoles aussi dans l'action pour l'aide aussi des personnes handicapées. Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient sensibles au handicap, notamment des personnes de notre entourage. Mais on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup aussi de gens qui se portaient volontaires pour aider les gens. Et moi, j'ai envie d'inviter les familles et les amis qui, dans leur entourage, ont des personnes en situation de handicap, à aller vers elles, à leur témoigner de l'intérêt, parce qu'on est souvent isolé. Et en fait, il est vraiment important que l'on garde le contact avec l'extérieur, donc par le biais de bénévolat, mais aussi simplement par la famille, par les amis.
Dernière question, on revient à votre collectif. Quelles sont finalement les prochaines échéances pour le collectif HandiActive France? Il y a eu tout récemment, je crois, une réunion avec le cabinet de la secrétaire d'État en charge de la santé, du handicap. Du handicap, voilà, c'est ça. Nous avons été reçus jeudi dernier par Virginie Magnan, donc, qui est la directrice du cabinet du secrétaire d'État au handicap. On lui a exposé nos problématiques concernant la prise en charge rééducative dont on a parlé en début de journal, d'entretien. On lui a exposé aussi le problème du matériel médical ainsi que le travail et les aidants familiaux. Elle nous a promis de nous intégrer dans une commission en charge spécifiquement du polyhandicap. Donc on attend cette date d'intégration. Moi, en parallèle, j'avais contacté la députée de ma circonscription qui est Florence Grandjus. Députée de la 12e circonscription des Yvelines. Voilà, qui a été très sensible aux activités du collectif et elle veut nous aider. Et elle a envie de mener une enquête justement sur ces problèmes de santé. Et donc je vais devoir travailler avec elle et essayer notamment d'évaluer le nombre de personnes qui partent à l'étranger pour se soigner. Merci Isabelle Olivier d'avoir été avec nous. Je le rappelle, cofondatrice du collectif HandiActive France. Et pour plus d'informations, on peut se rendre peut-être sur la page Facebook du collectif. Voilà, on a une page Facebook qui s'appelle Collectif HandiActive France. Elle est privée, mais si vous souhaitez rentrer, il vous suffit de le demander et on vous ouvrira la porte volontiers. Merci d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au reste de l'actualité locale. L'actualité politique de la semaine marquée par la crise au sein du Front National et le départ du vice-président Florian Philippot, le départ donc du vice-président. Au niveau local, le parti a opéré quelques changements. 10 fédérations départementales ont un nouveau patron, dont celle des Yvelines. La conseillère régionale Mathilde Androuet, 32 ans, a été nommée secrétaire départementale du FN 78. L'ex-candidate aux législatives remplace François Simeoni en poste depuis mai 2016. Et dans ce contexte de tension au FN, Mathilde Androuet juge être la plus à même de fédérer autour d'elle. Très personnellement, j'ai toujours été très adepte du dialogue, de l'unité de tous les patriotes, au-delà même des sensibilités ou des sociologies, qui peuvent être très diverses. Et pour cela, les Yvelines sont très intéressantes à ce niveau-là, parce que c'est aussi une diversité dans la géographie, une diversité dans les styles. Vous avez des villes comme Trappes, les Mureaux, mais vous avez Versailles. Et puis vous avez aussi l'immensité des petites communes de campagne, quasi-ruralité. Donc voilà, c'est cette diversité-là. Il faut savoir parler à tous ces gens-là. Il faut savoir aussi parler à toutes les tendances. Et voilà, je pense que j'ai aussi été choisie pour ces raisons-ci. Mardi, nous étions au camp militaire de Versailles-Satory. Des députés de la nouvelle commission de défense nationale ont été invités sur le site. L'armée de terre a présenté à cette occasion son armement et ses différentes actions menées sur le territoire français et à l'étranger. Mickaël Elmidoro. L'armée de terre en opération séduction sur le camp militaire de Versailles-Satory. Pour la première fois, les responsables ont invité ce mardi 19 septembre les nouveaux députés de la commission défense nationale, un groupe renouvelé à 90% en juin dernier. On a un vrai défi relationnel et d'acculturation vis-à-vis de ces nouveaux députés. Et ensuite parce qu'on va sans doute écrire une nouvelle page de notre histoire militaire avec un regard tourné sur la remontée en puissance de nos forces. Et donc c'est un projet qu'on va construire ensemble. Les élus ont pu voir des blindés, des drones, des démonstrations de déminage et des dizaines d'armes. Dans le plus ancien, nous avons le FRF2, qui est un fusil de tireur de précision, et nous avons la Minimi, une mitrailleuse légère ici, qui toutes les deux sont en dotation maintenant depuis plus de 20 ans dans nos armées. Au total, 5 ateliers de 20 minutes étaient organisés sur la matinée, un programme nécessaire selon les 30 députés présents. Quand on est à la commission de la défense nationale et des forces armées, il est important de savoir à quoi correspondent ces forces armées. On voit ici les matériels qui servent à nos forces armées et puis on peut échanger avec les militaires sur leurs préoccupations et leurs besoins. C'est très important et puis ça nous permet de voir l'évolution, de nous impliquer et de pouvoir en parler avec encore plus de fierté. Les députés devraient voter dans les prochains mois une hausse du budget de la défense de 1,6 milliard d'euros par an sur l'ensemble du quinquennat. Des chiffres qui pourraient permettre à la France d'avoir la première armée européenne et la deuxième au monde selon le président Emmanuel Macron.
Depuis lundi, c'est la semaine européenne de la mobilité. Elle incite à réfléchir sur de nouvelles manières de se déplacer, le but étant de faire changer les comportements. 50 franciliens se sont par exemple lancés dans le défi 3 semaines sans voiture, organisé par la mairie de Paris. Objectif, se passer de son véhicule et n'utiliser que des transports de substitution. Mélanie Poquet et Camille Lambert ont suivi l'un des candidats qui fait le trajet tous les matins pour venir travailler à Guyancourt. Ce geste, c'est devenu une habitude pour Florent. Prendre le train, déplier son vélo électrique, une routine installée depuis une semaine. Comme une cinquantaine de participants, il s'est lancé dans le défi 3 semaines sans voiture. J'adopte la multimodalité, donc c'est-à-dire que je prends mon vélo de chez moi jusqu'à la gare Montparnasse. Ensuite, je prends le TER qui arrive à la gare de Versailles-Chantier ici. Et ensuite, je réutilise ce vélo donc, qui est électrique pour faire les 8 derniers kilomètres qui me séparent de mon lieu de travail. Donc en transport, je mettais à peu près 1h10, 1h15 et en voiture, 1h20 à peu près par trajet. Donc x2 sur une journée. Et aujourd'hui, avec ce défi ? Là, avec le vélo-train-vélo, je mets à peu près 55 minutes. Un gain de temps et une source de pollution en moins, le vélo électrique permet aussi de moins se fatiguer. Il est prêté par l'association WeMove, partenaire de l'opération. Les coachs restent en contact avec les candidats pour se soutenir et régler les différents problèmes rencontrés. Malgré un souci de crevaison et une panne, Florent reste convaincu. J'hésitais déjà avant le défi, je me posais la question, et là le fait d'en avoir un en prêt pendant 3 semaines a fini de me convaincre, et ça va être un de mes futurs investissements dès que le porte-monnaie le permet. Pour ce type de modèle, il faudra compter dans les 800 €. Certains peuvent aller jusqu'à 2000. La mairie de Paris, organisatrice du défi, offre une subvention pour les acheteurs. Côté culture, c'est une scène célèbre et mythique des Yvelines. Le théâtre Montansier de Versailles célèbre cette année son 240e anniversaire. Au programme des conférences, des lectures et des représentations et une exposition. Elle a débuté le week-end dernier, à l'occasion des Journées du patrimoine. Découverte avec Mélanie Poquet. Le théâtre Montansier, c'est avant tout une histoire de femmes. La première, Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier. Elle crée ce théâtre qui prendra son nom, inauguré le 18 novembre 1777 par Louis XVI. C'est un théâtre qui a la particularité d'être entre la ville et la cour. C'est ce qui fait sa spécificité. Il est d'abord situé géographiquement entre la ville de Versailles et le parc du château. Et il accueille au sein du public à la fois des membres de la cour et des Versaillais qui viennent assister à une programmation extrêmement riche. Près de 180 objets retracent l'histoire de ce lieu, peut-être moins connu que l'Opéra Royal ou le Petit Théâtre de la Reine. Des documents d'époque issus des collections de la ville, dont une lettre écrite durant la Révolution. Dans cette lettre, au moment où la Montansier est en prison, elle essaie de se justifier auprès des révolutionnaires et elle va prétendre qu'elle a été révolutionnaire avant la lettre en accueillant les Parisiennes au théâtre de Versailles durant les journées d'octobre. Le XXe siècle est lui aussi marqué par une femme, Marcelle Tassancourt, qui le dirigera avec son mari Thierry Molnier de 1961 à 1992. Marcelle Tassancourt était à la fois comédienne, metteur en scène. Elle a été vraiment une passeuse de théâtre à Versailles, en étant à la fois la directrice du théâtre. Elle a enseigné au conservatoire et elle a formé un certain nombre d'élèves qui sont aujourd'hui assez célèbres, certains comédiens, d'autres non, comme François de Mazières, l'actuel maire de Versailles, ou bien encore Muriel Mayette, qui dirige la villa Médicis à Rome. Le théâtre Montansier se dévoile à travers ses programmations, ses succès, ses scandales ou encore ses rénovations. Un anniversaire fêté aux archives communales de la ville. Le théâtre Montansier, bien sûr, parmi les nombreux édifices et monuments yvelinois, des édifices parfois en péril qu'il convient d'entretenir. À ce propos, le maire de Versailles, François de Mazières, vient d'interpeller la Française des Jeux. L'élu demande la création d'un tirage spécial du loto pour financer la restauration des sites en danger. L'édile milite par exemple pour des jeux à gratter à l'effigie des monuments célèbres. Une proposition utile à ses yeux dans un contexte de baisse des financements publics. Du sport pour 7-8 l'hebdo, jusqu'à dimanche, le tennis club de plaisir organise un tournoi futur. Plus de 600 joueurs et 5000 spectateurs répondent présents chaque année. Parmi eux, des futures pépites du tennis français. Reportage de Mickaël Elmidoro.
C'est le 3e plus grand tournoi de tennis en Île-de-France. La 27e édition de l'Open de plaisir se déroule jusqu'au 24 septembre au Tennis Club de la commune. Cette année, plus de 600 joueurs venus de toute l'Europe s'affrontent sur les courts. Les matchs sont très disputés. Les joueurs vont gagner quelques points ATP qui vont leur permettre de faire des tournois Challenger demain et peut-être demain des grands chelems. Donc tout ça, c'est une évidence. Et c'est pour cette raison que ce tournoi me plaît bien. C'est le sport de haut niveau qui a son visage naturel, si je puis dire. Avec sa dotation à 25 000 $, le rendez-vous est intégré au Futur, la 6e catégorie des tournois de tennis. Déjà, on a des arbitres, on a des juges de ligne. Après, c'est un Futur, on a des changements de balles, on a des serviettes, on a des bouteilles d'eau. Ça fait, on est un peu comme sur un mini Roland ou un mini Bercy, quoi. C'est vachement chapin et on est considérés comme des très bons joueurs, donc ça fait toujours plaisir. Sur le plan sportif, le tournoi est réputé pour faire éclore des talents. L'événement a révélé de nombreux professionnels tricolores. C'est quoi? C'est les futurs champions de demain. Les Tsonga, les Mahut, etc. Et les Liodra et compagnie sont passés par là. Donc nous avons les futurs champions de demain. La future pépite du tennis français se trouve peut-être sur les cours cette année. Si vous voulez les voir à l'œuvre, les finales sont programmées ce dimanche 24 septembre à partir de 13h30 sur les cours Plaisirois. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Vous retrouverez dès la semaine prochaine à la présentation Nicolas Kirillovitz. Nous, on se retrouve lundi pour le 7-8 journal sur TV78. Très bon week-end à tous.